23 juin 2016. Les citoyens britanniques votent pour la sortie de l'Union européenne. Parmi les arguments avancés par les pro-Brexit, l'idée d'une trahison de l'histoire du Royaume-Uni par le projet européen. Pour eux, la Grande-Bretagne doit coupler indépendance et puissance économique, quitte à revenir à des conceptions anciennes, plus protectionnistes. Cela n'est pas sans rappeler le virage économique original que l'Angleterre a pris à la fin du XVIIe siècle, lui permettant de construire un immense empire. Cette orientation s'est déroulée dans un contexte troublé, celui de la Glorieuse Révolution, qui a vu le Parlement anglais s'affirmer face à la royauté. En réglant dans un premier temps des questions religieuses et institutionnelles, la bourgeoisie marchande en a profité pour favoriser l'enrichissement du pays et des intérêts privés, en déverrouillant les entraves au libre commerce, tout en souhaitant un État fort. Revenons donc sur les grandes étapes de cette glorieuse révolution, et demandons-nous comment elle a favorisé l'essor économique de l'Angleterre. Le XVIIe siècle est la période des bouleversements pour l'Angleterre. En 1603, Élisabeth Ier décède après un règne de 44 ans. Célibataire et sans enfant, sa dynastie, celle des Tudors, s'éteint. La noblesse et les politiciens anglais se tournent alors vers le roi des Écossais, Jacques, appartenant à la dynastie Stuart. Au départ apprécié, il se heurte régulièrement au Parlement sur des questions financières. Depuis le Moyen-Âge, le pouvoir du roi est limité sur certains sujets. Un vote du Parlement est nécessaire pour lever une armée ou un nouvel impôt. Pour petit rappel, le Parlement anglais est composé de 2 chambres. La Chambre des Lords, où siègent de grands seigneurs disposant de propriétés, ainsi que des membres du clergé. Et la Chambre des communes, où siègent des élus locaux des villes et des comtés, chevaliers et bourgeois majoritairement. Ce rapport de force Parlement-royauté va se transformer peu à peu en opposition ouverte, avant de glisser vers la guerre civile. Jacques Ier meurt impopulaire. Son fils, Charles Ier, va faire pire. Depuis 1534, l'Église d'Angleterre est indépendante de la papauté. C'est une branche du christianisme réformé, que l'on peut considérer comme intermédiaire entre le protestantisme et le catholicisme. Le roi devient chef unique de l'Église anglicane, tandis que les catholiques commencent à subir des persécutions. Charles Ier va se marier à une catholique. On le soupçonne alors de vouloir rétablir le catholicisme. Il contourne le vote du Parlement pour augmenter ses revenus, tandis qu'une révolte éclate en Écosse, que le roi ne parvient pas à mater. Le Parlement fait part de ses griefs au roi et bloque ses crédits pour la guerre. La grande remontrance de 1641 exige du roi de nouveaux droits pour les assemblées. L'opposition tourne au conflit. La guerre civile éclate. Pour faire court, un parlementaire puritain, Oliver Cromwell, va fédérer une armée et réussir à battre les royalistes avec le soutien des Écossais dans la première phase du conflit. Charles Ier, acculé et sans le sou, se rend en 1646 aux Écossais. Mais la Chambre des communes souhaite aller plus loin. Un projet constitutionnel, retirant toute prérogative sur l'armée et la politique étrangère, est présenté au roi. Vexé, il reprend les armes mais se fait battre à nouveau par Cromwell. Cette fois, il est jugé et condamné pour haute trahison. Charles Ier meurt décapité en 1649. Cromwell conquiert l'Irlande catholique, puis prend le titre de Lord Protector, dans le régime éphémère du Commonwealth d'Angleterre. Intransigeant religieux, il concentre peu à peu tous les pouvoirs, faisant craindre une possible dictature. Il désigne son fils comme successeur à sa mort en 1658, mais il renonce au pouvoir après quelques mois. De nouvelles élections sont organisées. Tout s'étant troublé pousse à la stabilité. Le Parlement appelle le fils de Charles Ier, Charles II, qui est couronné en 1661. La Restauration voit la volonté de Charles II d'établir une monarchie absolutiste et de développer l'empire colonial. Cette recherche passe par la volonté de dominer les routes maritimes, ce qui va conduire à plusieurs guerres avec les Provinces-Unies, appelées guerre anglo-néerlandaise, victorieuse pour les Anglais. Surtout, en 1672 est créée la Royal African Company, pilier de la traite négrière, qui va déporter des centaines de milliers d'Africains dans les Antilles. La Compagnie anglaise des Indes orientales ainsi que la Compagnie de la baie d'Hudson détiennent le monopole des échanges et voient leurs pouvoirs élargis, ce qui agace particulièrement les marchands. D'un autre côté, les conflits avec le Parlement sont constants. Des arrestations arbitraires sont ordonnées, des déportations d'opposants décidées. En 1679, un acte limitant l'arbitraire royal est voté à l'arraché. L'habeas corpus, qui consacre la protection de certaines libertés individuelles dans le domaine judiciaire.
Détesté à sa mort en 1685, c'est alors son frère qui va lui succéder. Jacques II, duc d'York, est déjà bien connu du Parlement. Il s'est converti au catholicisme en 1670, provoquant une réaction énergique des anglicans. La Chambre des communes avait tenté d'imposer l'Exclusion Bill, un texte excluant tout catholique du trône. Finalement abandonné, l'avertissement était clair. Épouser la foi anglicane semble être le seul moyen d'apaiser les tensions, mais Jacques II refuse et enchaîne les maladresses. Il est à peine couronné qu'une rébellion éclate immédiatement. Le duc de Monmouth, fervent protestant apprécié du peuple, souhaite ravir le trône à son oncle catholique. Jacques II parvient à l'écraser lors de la bataille de Sedgemoor. Condamné pour haute trahison, son exécution est atroce. Il faut s'y reprendre à 5 fois pour le décapiter, et le roi hérite d'une réputation de brute. Il lève une armée permanente, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent en temps de paix. Mais c'est encore l'épineuse question religieuse qui va cristalliser les tensions. Il nomme de nombreux catholiques à la tête des forces armées, ce qui va à l'encontre du Test Act, qui oblige aux fonctionnaires et militaires de faire allégeance à la foi anglicane. De la même façon, il autorise les catholiques à donner des cours dans 2 grandes universités. Il va encore plus loin, en souhaitant faire lire une déclaration d'indulgence dans les églises, ce qui reviendrait à autoriser la liberté de culte pour les catholiques. Toutes ces réformes cumulées font naître de grandes inquiétudes dans toute l'Angleterre. En juin 1688, un héritier mâle naît, ouvrant la possibilité d'une succession catholique et donc une menace pour l'église anglicane. C'est à ce moment que 7 évêques, qui refusaient de lire les déclarations d'indulgence, sont jugés. Ils seront finalement innocentés par le banc du roi. Mais c'est une humiliation publique pour Jacques II. Sentant le vent tourner, et face au risque d'écrasement de l'anglicanisme, 7 nobles protestants envoient un message au Stadtholder des Provinces-Unies, Guillaume III, afin qu'il débarque en Angleterre avec une armée. Guillaume III d'Orange-Nassau, protestant, est le gendre de Jacques II. Il a épousé sa fille, Marie, et devient de ce fait prétendant au trône d'Angleterre. Il justifie son projet d'invasion par des considérations militaires. Le rapprochement entre Jacques II et Louis XIV pourrait être fatal à la Ligue d'Augsbourg, créée en 1686. Cette ligue est l'alliance de nombreux pays européens contre la France anti-protestante de Louis XIV, alors au sommet de sa puissance. Les États généraux des Provinces-Unies valident le projet en juin. Les préparatifs militaires commencent. Guillaume III justifie son ingérence dans le royaume anglais en accusant Jacques II de violence envers ses sujets. Il remet en cause l'origine royale de l'héritier qui vient de naître et invite les parlementaires à rejoindre sa cause, promettant le respect des institutions. Jacques II, paniqué, tente d'apaiser la situation mais il est déjà trop tard. Le 15 novembre 1688, Guillaume III parvient à débarquer à Torby, dans le Devon, avec 11 000 fantassins et 4 000 cavaliers. Jacques II envoie ses troupes à sa rencontre, mais sa décision d'incorporer des catholiques dans l'armée provoque des défections chez ses meilleurs officiers. L'armée royale se disperse. Jacques II abandonne totalement et tente de fuir avec sa famille. Repris par Guillaume III, il est finalement expulsé vers la France en décembre, afin d'éviter d'en faire un martyr de la cause catholique. La fuite de Jacques fait passer l'invasion dans une phase de révolution. La peur s'empare de Londres. Des pillages éclatent, les églises catholiques sont saccagées. Face au risque de troubles, une assemblée est élue pour décider de la suite des événements. Les questions tournent autour de l'abdication du roi, puis du statut à donner à Guillaume III. Les débats sont houleux, surtout que le fils de Jacques II, qui n'a que quelques mois, est le premier dans l'ordre de succession. Guillaume patiente. Les troubles redoublent d'intensité. Les lords cèdent et déclarent Guillaume et Marie roi et reine d'Angleterre. Une condition préalable à son couronnement est exigée par le Parlement. Il doit jurer de respecter la Déclaration des droits, le Bill of Rights. Ce document est fondamental dans la monarchie constitutionnelle anglaise. Il instaure des limites aux prérogatives royales, rééquilibrant les pouvoirs entre Parlement et royauté. La levée des impôts et des armées sont contrôlées. Le droit de pétition, les élections libres et la liberté du Parlement sont consacrés. Guillaume III accepte le texte dans son intégralité. Il est couronné le 11 avril 1689. Immédiatement, la France entre en guerre contre l'Angleterre qui, de fait, rejoint la Ligue d'Augsbourg. Louis XIV décide d'envoyer Jacques II en Irlande, dont une partie de la population est farouchement catholique. Mais l'autre partie de la population, protestante, résiste aux armées de Jacques II. Guillaume III envoie une troupe de 30 000 hommes qui écrase le détachement français à Boine. Jacques II prend définitivement le chemin de l'exil. L'Écosse aussi connaît des troubles.
Après s'en être pris violemment aux fonctionnaires catholiques placés par Jacques II, le calme est rétabli dans les grandes villes après que le Parlement d'Écosse ait voté un texte similaire au Bill of Rights. Une surprenante résistance au nouveau roi se dresse dans les Highlands. Après quelques victoires, l'annonce de la défaite de Jacques II en Irlande douche les espoirs des Highlanders. Ils se réfugient en France pour combattre les Anglais aux côtés de Louis XIV. Ils prendront le nom de Jacobites et tenteront pendant près d'un demi-siècle de restaurer la dynastie des Stuarts en Angleterre. Accaparé par les guerres européennes, Guillaume III s'intéresse peu à la politique intérieure anglaise. Seuls les subsides votés par le Parlement pour entretenir l'armée comptent pour lui. Maître des crédits, les parlementaires vont en profiter pour faire passer une série d'actes qui vont structurer les rapports entre le Parlement et le roi, assurant la prééminence des assemblées. Tout d'abord le Triennial Act, en 1694, qui impose un renouvellement du Parlement tous les 3 ans, et sa réunion au moins une fois par an. Au niveau religieux, le Toleration Act de 1689 va assurer une certaine stabilité durant tout le XVIIIe siècle. Les catholiques voient toujours leurs droits limités, mais les différents courants protestants peuvent s'exprimer dans un cadre strict, s'ils reconnaissent la supériorité de l'Église anglicane. Après la mort de la reine Marie en 1694, la perspective d'une nouvelle crise de succession se précise, surtout que la santé de Guillaume III est plutôt fragile. En 1701 est voté l'Act of Settlement, la loi d'établissement. La séparation des pouvoirs est affirmée, et les grands textes passés, confirmés constitutionnellement, la Magna Carta, la Grande Remontrance, l'Habeas Corpus et le récent Bill of Rights. Tout catholique est exclu à perpétuité du trône, ce qui, au gré des décès et des successions, va provoquer l'arrivée sur le trône d'un prince allemand en 1714, Georges de Hanovre. La famille royale actuelle descend de ce roi étranger. Enfin, les actes d'union de 1707 réunissent les parlements d'Angleterre et d'Écosse dans une même assemblée. C'est la naissance du royaume de Grande-Bretagne, qui deviendra, avec l'intégration de l'Irlande en 1801, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Cette glorieuse révolution est une expérience importante de l'histoire, notamment concernant la politique économique du pays. Les idées qui vont émerger durant la Restauration, 1660-1689, vont réellement sous-tendre le processus révolutionnaire. Une confrontation sur ces questions se dessine alors chez les notables anglais. On parle de Whigs et de Tories, que l'on pourrait qualifier aujourd'hui de libéraux et de conservateurs, de manière un peu anachronique. Pour les Whigs, la richesse est le fruit du travail, donc mobilière et infinie. Le développement économique passe par la transformation des matières premières en produits manufacturés, qui sont ensuite exportés. Pour les Tories, la richesse est un produit de la terre, immobilière et donc limitée. Jacques II soutenait cette idée, et par conséquence, souhaitait accaparer les terres, évidemment par la conquête. C'est dans ce cadre qu'une tentative d'invasion de l'Empire moghol, soutenue par l'East India Company, va échouer piteusement. Les concessions accordées à la Royal African Company et l'East India Company vont dans ce sens. Puisque les ressources sont considérées comme limitées, le roi peut accorder des privilèges commerciaux exclusifs. Cette richesse, ces terres, étant potentiellement sa propriété. Mais cela exclut de nombreux marchands, souvent Whigs, dont l'animosité envers le roi est grandissante. Ces commerçants vont soutenir le projet d'invasion de Guillaume III, dont la vision économique est plus conforme aux intérêts Whigs. L'étonnante facilité avec laquelle Guillaume prend le pouvoir est intimement liée à ce soutien, à la fois politique et financier. Une fois au pouvoir, les Whigs ont les mains libres, tant qu'ils votent les subsides à Guillaume pour financer la coûteuse guerre contre la France. La politique fiscale est immédiatement réorientée. Les lourdes taxes pesant sur les manufactures sont supprimées. Un impôt foncier de 20% est institué, finançant les chantiers navals. Les compagnies d'assurance se développent. Surtout, une banque nationale d'Angleterre est créée afin de soutenir le développement des manufactures par des prêts et d'encourager la libre circulation monétaire. La croissance économique qui suit est extraordinaire. Le commerce stimule les villes qui développent leurs infrastructures, tandis que l'Europe continentale s'enfonce peu à peu dans la récession. Ces réformes économiques, que certains historiens appelleront la révolution financière britannique, favorisera l'avènement de la révolution industrielle. Fruit de débats religieux, institutionnels et économiques, cette glorieuse révolution a donné à l'Angleterre une direction nouvelle, tout en verrouillant son système constitutionnel. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire ou à apporter des précisions, et puis surtout à mettre un pouce vers le haut et à partager au maximum. Vous pouvez toujours me soutenir sur Utip ou sur Tipeee. Un grand merci aux tipeurs et à ceux qui visionnent de la pub pour soutenir la chaîne d'ailleurs. Je vous remercie encore d'avoir visionné et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.